Bienvenue dans le troisième épisode de La Revue des Chefs. C'est l'émission, c'est le podcast, vous l'appelez comme vous voulez, où tous les mois, on vous partage notre veille, on la décrypte, comme ça vous n'avez pas à le faire, et en une émission, vous rattrapez les actus importantes du mois précédent. Et cette fois-ci, on a eu un mois de décembre plutôt calme. Ah ben au fait, bonne année. Bonne année. Alors bien évidemment, quand on fait notre sélection, on n'a pas vocation à vous citer tout ce qui s'est passé, pas forcément tout ce qui s'est dit, seulement le plus important, ce qui va vous impacter en tant que freelance ou en tant qu'agence, pour mieux travailler demain ou anticiper le futur. Moi, c'est Nicolas, je suis fondateur de WP Chef, et nous, on forme les webmasters freelance à vivre confortablement de leur activité, avec des sites WordPress no code, mais techniquement irréprochables, avec des web designs qui claquent, qui donnent confiance, un référencement naturel optimisé dès le début avec une approche très héroïste, et surtout, une posture de consultant pour devenir un partenaire stratégique pour ses clients, pas un exécutant technique qu'on paye au lance-pierre. Tout ça pour développer une activité pérenne et passionnante en incorporant l'IA à nos métiers pour ne pas se faire bouffer demain. Et je suis accompagné de Nicolas, oui, lui aussi, Nicolas, qui est responsable de la veille à WP Chef. Salut du coup. Salut Nicolas. Alors moi je suis consultant indépendant depuis 2011 et depuis le début mon objectif c'est de développer l'activité de mes clients avec le plus d'efficacité possible. Et c'est comme ça que je suis arrivé naturellement à faire des sites WordPress no code. Et maintenant je suis également mentor chez WP Chef pour transmettre ma passion. Du coup, on est prêt. Mais cette fois-ci, on n'a rien de particulier à vous dire du côté de WordPress, du côté de son écosystème. On n'a pas eu ou pas vu d'évolution particulière, pas de rumeurs, pas de plans grandiloquents pour les mois à venir. On en reparlera bien évidemment lors des éditions suivantes. Par contre, on a des sujets autour de l'IA qui vont être passionnants. Et le premier, c'est quand même lié à notre métier, hein, c'est l'impact de l'IA sur le trafic des sites internet. Ouais, tout à fait. Alors en fait on va commencer avec une compilation de signaux qui vont tous dans le même sens. Tout d'abord, on a Google qui a lancé un programme pilote. Ils vont rémunérer directement les annonceurs pour afficher des synthèses IA dans Google News. Alors, ça concerne que Google News pour l'instant, mais il y a des partenariats qui ont été noués avec des grands quotidiens uniquement, donc un quotidien aux États-Unis, en France, en Espagne, donc Le Monde en France, c'est le partenaire. Et donc, il va y avoir une synthèse et ces quotidiens vont être rémunérés. C'est vraiment un programme pilote. Ça nous fait penser à ce qui a déjà été mis en place en France uniquement il y a plusieurs années de rémunération des quotidiens. Mais voilà, ça va dans le bon sens pour les éditeurs en tout cas. On peut rapprocher ça au fait que depuis juillet, il y a des résumés IA multisources dans Discover. Alors Discover, c'est le flux d'actualité qui est dans l'application mobile Google. Je crois pas que ce soit disponible ailleurs. Comme c'est un résumé IA multisource, eh bien en fait, la source est moins mise en avant, donc il y a moins de visibilité pour les éditeurs. On voit qu'ils essayent un petit peu dans tous les sens et ça avance voilà, dans la réflexion, on va dire. Et moi, j'ai mis ça en parallèle avec une autre actualité de novembre, où en fait, on a appris que OpenAI, donc l'éditeur de ChatGPT, communique des statistiques avec ses partenaires éditeurs. Donc, ce n'est pas des infos qu'ils envoient à tout le monde, mais en fait, ils ont un format de fichier qu'ils envoient à certains partenaires et qui donne des statistiques assez détaillées sur leur présence dans ChatGPT. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a fuité. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a très peu d'utilisateurs de ChatGPT qui cliquent sur les sources. On a un taux moyen de moins de 1%, un taux de clic de moins de 1%. En fait, ça dépend des zones parce il y a les sources qui sont dans le chat en lui-même, il y a des zones à côté, donc ça dépend, ça peut monter jusqu'à 6-10% selon les zones, mais le gros de la présence des éditeurs, en tout cas des sources, c'est moins de 1% de taux de clic, 0,5, 0,6, des choses comme ça. Donc, ça confirme le fait qu'il y ait très peu de clics. Et puis, par contre, les commentateurs présupposent que ces informations-là pourraient être communiquées à d'autres personnes. Donc, on pourrait imaginer une sorte de GPT Search Console, comme on a une Google Search Console, qui nous donnerait des informations assez précises là-dessus. Et donc, ça me semblait lié. On a également eu des stats il n'y a pas longtemps sur le trafic de Stack Overflow. Donc Stack Overflow, c'est l'une des plateformes, probablement la plateforme la plus importante. C'est une plateforme collaborative pour poser des questions techniques, en fait, principalement sur le code. Donc, imaginez un genre de Reddit spécialisé, si vous voulez, où en fait quelqu'un va venir poser une question technique et puis il y a des gens qui répondent, ça rapporte des points, il y a des systèmes de vote, etc. C'est quelque chose qui a
quinzaine d'années, qui a monté en flèche le trafic, et puis ça a baissé progressivement, jusqu'à l'arrivée de ChatGPT. Alors, il y a eu un pic pendant le Covid, parce qu'il y a plein de gens qui se sont formés, etc. Mais depuis l'arrivée de ChatGPT, c'est la chute totale. Et en fait, aujourd'hui, là, début 2026, il y a quasiment plus aucune question posée. Il y a encore du trafic parce que les gens vont chercher les réponses, mais il n'y a plus de nouvelles questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as une question, on va poser une question à une IA, et puis elle va se nourrir des sites existants, notamment de Stack Overflow, puisque il y a vraiment c'est une source énorme, mais finalement, on trouve les réponses tout de suite, et puis si on a une question complémentaire, on la pose à l'IA, elle nous répond. Donc, il faut acter que c'est la fin des sites comme Stack Overflow. D'ailleurs, moi, je l'ai vu, hein, parfois je fais des recherches et je tombe sur Stack Overflow et je vois dernière réponse il y a 5 ans, il y a 3 Oui, ans. Je vois que la durée, la date de publication de la dernière réponse ou de la réponse qui a été le plus mise en avant est de plus en plus vieille. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. On se disait, ah tiens, c'est la réponse d'il y a 10 mois, d'il y a 5 mois. Là maintenant, on sent que l'antériorité a quand même bien grandi, faute d'activité. oui, on le constate, et puis c'est un peu dommage, parce qu'on peut aussi se demander, s'il y a plus de nouvelles matières, qu'est-ce qui va servir à entraîner les IA à l'avenir, quoi. Donc c'est un peu inquiétant d'un certain point de vue. Et il y a une dernière nouvelle que je veux rapprocher de ce sujet-là, c'est une nouvelle expérience de Google, encore une fois une expérience qui s'appelle Vue Dynamique Gemini. Alors c'est vraiment une expérience pour le moment, on commence à avoir un aperçu. En fait, le principe, c'est que quand on pose une question à une IA, enfin à Gemini, il est dans certains cas pas capable, ou il va être dans certains cas capable de compiler une interface interactive pour nous permettre d'explorer un sujet. Alors je vous donne un exemple très concret. On lui demande à comparer deux produits ou à sortir le meilleur produit d'une catégorie. Eh bien, Gemini va nous sortir non seulement une synthèse comme ils peuvent déjà le faire aujourd'hui, mais il y aura des points, les points saillants sont fortement mis en avant, et puis surtout, on va avoir une recherche à facettes. Donc, comme si on était sur un site de comparatif, un site voilà, tel que Idealo ou des choses comme ça, où en fait on peut rajouter des critères pour moduler la recherche. On peut voir peut-être une sélection plus grande, parce qu'aujourd'hui ChatGPT il va nous donner 3 ou 4 produits. Peut-être que là, avec la vue dynamique Gemini, il va nous donner une dizaine de produits, et puis on peut filtrer au fur et à mesure, etc. Donc ça fait des choses interactives. Donc en fait, ça remplace les sites de comparaison. Et puis si je vous donne un autre exemple, par exemple, si on lui demande de nous faire un didacticiel avec des étapes, il va nous indiquer les différentes étapes, et entre chaque étape, il va nous poser des questions pour en fait nous permettre de parcourir un genre d'arbre de décision. Donc en fait, on passe d'un didacticiel statique qu'on trouverait sur des sites existants à quelque chose de complètement interactif, où en fait ça va masquer la complexité, et en fait c'est un assistant qui va nous accompagner de bout en bout. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait cette vue interactive, cette interface interactive, elle est générée à la volée. Donc c'est vraiment entièrement personnalisé, probablement aussi avec notre historique de recherche, puisque Gemini nous connaît, il sait quelles sont nos compétences, etc. Donc c'est non seulement d'un côté on remplace des sites qui existent aujourd'hui, et de l'autre côté on peut aller beaucoup plus loin avec un sorte d'assistant personnalisé. Donc les conséquences, c'est potentiellement la fin des sites d'information technique, des annuaires, des comparatifs à faible valeur ajoutée. Et puis on a aussi euh, donc, s'il y a des sites qui disparaissent, comment est-ce qu'on survit? Eh bien, la solution, ça va sans doute être de proposer des contenus très humains, avec une opinion ou une voix particulière. Et la solution, en tant qu'éditeur, c'est de se construire une audience fidèle qui va préférentiellement venir d'abord nous voir ce qu'on a à dire, avant de demander à une IA. C'est vrai que ça, c'est des sujets qui ont été remontés par Laurent Bourrelli, puis par Corben de l'autre côté. Et j'ai vu les interfaces, et c'est vrai que c'est bluffant. On a sous les yeux une espèce de site internet plus beau que ceux qu'on aurait trouvé en faisant une recherche classique quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, ok, le contenu quelque part standardisé, insipide et suffisamment joli, une IA va savoir le faire. Pourquoi a-t-on encore besoin de site internet à l'ère de demain? Mais c'est parce qu'en fait, on va avoir des gens avec des valeurs qui vont du coup les porter et qui vont réussir à insuffler ces valeurs-là dans leurs comparatifs, dans leurs écrits, dans un peu tout. Et c'est vrai que de toute façon, le monde va être polarisé. Ce sera soit du 100% IA, soit du 100% humain, ou en tout cas 50 nuances de ces 100%-là. Mais la polarisation, là, on la sent bien. Et on se dit, ok,
Des sites faussement humains n'ont plus vocation à exister demain. Ils seront 100% IA, quelque part. Et c'est même pas des éditeurs qui vont les faire. Ce seront les éditeurs d'IA, enfin ce seront pas les éditeurs de sites en fait. Je pense à tous ces métiers du référencement où ils vont monter des sites pour faire des commissions d'affiliation et avoir un business comme ça. Ça, je ne vais pas parier sur la pérennité de cette activité-là, en tout cas. Moi. En conclusion, le trafic va continuer à baisser et certains sites éditoriaux vont disparaître. C'est une certitude. Et donc, il n'y a que les plus qualitatifs qui vont survivre. Et donc, justement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à rester visible dans un monde post-moteur de recherche. C'est ce qu'on va voir parce qu'on a appris pas mal de choses justement au mois de décembre à ce sujet. Mais si vous voulez approfondir un sujet en particulier, franchement, dites-le nous, faites-nous en part dans les commentaires sur YouTube, posez vos questions sous la vidéo, on se fera un plaisir de vous répondre. Et du coup, je vais pouvoir vous dire ce qu'on a appris sur le GEO. Donc le GEO, c'est comme le SEO, donc le référencement naturel, mais pour les LLM. C'est quelque part une nouvelle discipline qui est en train d'arriver, qui était un petit peu obscure. Il y a quelques éditions, on se demandait, tiens, est-ce que c'est du référencement naturel un petit peu différent? Est-ce que c'est tout autre chose? On commence enfin à y voir plus clair, il y a des méthodologies qui sortent, et du coup, on aimerait vous le partager, comme ça vous allez comprendre comment ça marche. Alors déjà, le fonctionnement du GEO, c'est cool à comprendre, mais il faut déjà comprendre comment ça se passe du côté des utilisateurs. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont poser une question à un LLM. Par exemple, je cherche la meilleure formation WordPress du marché, donne-la moi. C'est pas comme ça qu'on parle à une IA, mais vous voyez l'idée. Hein. Allez, donne-moi la meilleure formation WordPress du marché. Ce que va faire le LLM, c'est qu'en fait, il va faire du query fan out. Il va créer, de cette intention initiale, plusieurs requêtes parallèles, donc des requêtes dérivées, si vous voulez, qu'il va envoyer sur Google, sur Bing, pour aller récupérer les résultats. Il va utiliser des synonymes, il va reformuler, il y aura des questions complémentaires, ça va se faire en français, ça se fait aussi en anglais, même s'il y a une vérification des sources françaises. Et du coup, si on fait un prompt, on peut lui dire, fais-moi cette recherche-là, mais donne-moi toutes les requêtes que tu as tapé et que tu as utilisé de façon intermédiaire. Et moi j'ai pu le tester par exemple, il va chercher texto, meilleure formation WordPress, certification officielle WordPress. Ça fait partie de la requête qui est saisie. On a des choses en anglais. Par exemple, la meilleure formation Udemy autour de WordPress qui s'est le mieux vendue et qui a été mise à jour en 2025-2026, où il va chercher sur LinkedIn Learning, sur WP Beginner, qui est un gros site US, Live Mentor, WP Permit, Open Classroom, il va chercher aussi la meilleure certification WordPress, il a trouvé le mot TOSA. Il y a beaucoup de marques qui en fait apparaissent quand il fait son query fan out. Et une fois qu'il a fait ça, donc il y a plein de requêtes en parallèle sur des moteurs de recherche, il va alors faire une espèce de découpage. Il va aller prendre des versions tronquées et nettoyées de toutes ces sources, de toutes ces pages qu'il va explorer. Et d'ailleurs, on a appris que dans ce gros filtrage, il n'y avait plus qu'un tiers en moyenne des pages web qui étaient utilisées. Il y a 2 tiers de nos pages qui ne servent à rien, quelque part. Hein. Et on a pu le voir d'ailleurs du côté de Gemini, donc le moteur de Google. Il a une espèce de quota, il a 2000 mots pour une requête, donc une requête query fan out, 2000 mots qu'il va devoir partager entre 3 à 5 sources. Et le quota est attribué selon la position au référencement. Par exemple, le premier site, il a droit à plus de 500 mots, puis les suivants ont de moins en moins. Et en fait, alors ça c'est le fonctionnement de Google, mais pour ChatGPT c'est à peu près la même chose. Ce qu'on comprend là, c'est qu'il y a une restriction des ressources, si vous voulez, qui fait que nos sites ne vont pas servir intégralement. C'est pas comme le SEO où on se dit « Ah oui, le moteur, il a lu toute ma page et il l'a comprise. » Non, non, là, c'est beaucoup plus efficace. Et on comprend aussi que la densité d'informations dans une page est plus importante que la longueur brute. Parce que du coup, les LLM vont vouloir aller le plus vite à l'essentiel. Une fois qu'il y a eu ce découpage, toute cette matière qui a été prise au travers de toutes ces query fan-out et qui a eu cette extraction, cette matière est envoyée au modèle, et du coup ça va générer ensuite la réponse. Alors moi j'ai fait un test de mon côté avec cette requête où je voulais chercher la meilleure formation WordPress. WP Chef n'est pas remonté. Alors oui, mais en toute transparence, hein, je vous donne cet exemple-là. Pourtant, je peux vous dire que plein de personnes nous trouvent ainsi et viennent se former chez nous en nous assurant que ChatGPT nous avait chaudement recommandé. Et c'est là aussi où il faut comprendre que quelque part, mon utilisation de ChatGPT, mon historique, la façon dont j'ai formulé la question, ce que ça induit en query fan-out n'est pas du tout identique chez moi et chez d'autres personnes. Et ça, c'est assez important à savoir. Mais du coup, une fois qu'on a compris cette mécanique-là, on peut se demander, et on commence à comprendre comment on peut optimiser un site pour le GEO. Et du coup, la première étape, c'est finalement de lister ces requêtes des IA, ces requêtes dérivées, en fait. De comprendre comment, d'une intention initiale, par exemple trouver la formation WordPress qui correspond à mes besoins, comment une IA va, quelque part,
faire plusieurs requêtes, lesquelles elle va faire, et du coup, une fois qu'on a ces requêtes-là, on va chercher dans Google, on va chercher dans Bing, et on voit si on est positionné dessus ou non. Et c'est là où il y a un changement de paradigme. Quand on fait du SEO traditionnel, on regarde quelles sont les requêtes utilisées par les humains. Mais quand on fait du GEO, on regarde quelles sont les requêtes qui sont utilisées par les LLM, par les IA. Et c'est là, je pense, le plus important à comprendre en termes de GEO, c'est que on change légèrement ce paramètre-là. On veut et les requêtes des humains et les requêtes des IA. C'est notre nouvelle base de travail, là où on doit apparaître, là où on doit ranker. Une fois qu'on sait où on doit apparaître, en fait, on va optimiser des pages pour y aller. Comme ça, on répond bien à l'intention de recherche, c'est d'autant plus important, d'autant plus si on a cette notion de densité, hein, ce truc où pas toute la page va compter, il faut bien la structurer, on va actualiser nos pages si on est déjà présent, histoire de mieux remonter. Et en fait, c'est un travail de SEO assez classique. Mais cette fois-ci, notre intention, c'est pas de ranker le plus haut possible. Oui, si, ça l'est quand même, hein, mais on veut surtout être cité. On veut et être présent sur les requêtes dérivées, et assez haut, et être cité. Il faut des passages précis, si vous voulez, dans les pages, qui, eux, auront plus de probabilité d'être extraits, parce que l'information ne sera pas dispersée un petit peu partout. On y revient, c'est une histoire de densité, et non pas de longueur brute. Donc ça, c'est le SEO traditionnel, et il y a encore quelque chose qui nous vient du monde du SEO, c'est le fait de renforcer la marque. J'ai pas dit trouver des backlinks, hein. Non, mais j'ai dit renforcer la marque. Le but, c'est d'obtenir des mentions où, en fait, il faut que notre marque soit citée sur des médias sectoriels, des comparateurs, des guides, des sites qui sont utilisés comme source. Et justement, là aussi, c'est super intéressant, on peut regarder les sources utilisées par Gemini, par ChatGPT, on le voit tout en bas. Et donc, en fait, si on sait que ce sont ces sources-là qui sont utilisées, on se dit, très bien, ce sont à ces endroits-là que l'on doit apparaître, parce que si notre marque est citée dans tel comparateur, dans tel truc et tel autre média, alors c'est là-bas qu'on doit se débrouiller pour y aller. Et après, c'est un vrai travail de communication, de relations presse digitale, quelque chose qui existe depuis ultra longtemps. Sauf que les mentions de marque, c'est une chose, mais être présent sur YouTube, c'est encore plus fort. Et c'est ça qu'on a appris qui était assez intéressant, hein. Les modèles d'IA ont été énormément entraînés sur des sous-titres, des retranscriptions de vidéos. Et donc, en fait, créer du contenu vidéo, comme on le fait nous, là, aujourd'hui, ou se faire inviter pour des podcasts sur d'autres chaînes YouTube, ça va contribuer, du coup, au fait que la marque soit apparaisse régulièrement dans YouTube. Et donc, ça travaille le fait d'avoir une marque renforcée et assez... là, c'est du marketing pur et dur, hein. C'est la notoriété. La notoriété est plus importante pour les LLM, quelque part, que des backlinks purs et durs. C'est ce qui est plutôt génial. Ce qui fait que ce GEO, c'est finalement du SEO assez moderne. On liste les requêtes humaines d'un côté, IA de l'autre, on crée ou on optimise du contenu pour ranker dessus, avec une volonté d'être cité par les LLM, et on fait rayonner notre marque sur YouTube, en plus que tout ce qu'on aurait eu l'habitude de faire en SEO. Donc ça c'est cool, c'est la vision. Et après il faut mesurer. Parce que quelque part, en SEO, on mesure les positions, on mesure ci, on mesure ça. Et là, est-ce qu'on peut mesurer aussi en géo? Alors oui, de nouveaux outils apparaissent pour monitorer l'apparition d'une marque sur les requêtes IA. Donc en fait, là, c'est exactement la même chose, hein, c'est le query fan-out. On va prendre toutes les requêtes et est-ce que la marque apparaît, oui ou non? Est-ce qu'il y a des concurrents qui apparaissent? S'il y en a 5, est-ce que ça veut dire que j'ai 20% de part de citation dans une requête donnée? Et le sentiment général aussi, on peut savoir si on est cité de façon positive, neutre, négative. Le problème, c'est que ces outils sont encore jeunes et ils seraient pas si fiables que ça. En fait, ça, on l'apprend aussi de chercheurs indépendants qui disent qu'il y a de grosses différences entre de vraies recherches que l'on peut faire avec notre chat GPT de tous les jours, par exemple, et celles faites par ces outils qui utilisent les API. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes requêtes dérivées, c'est pas forcément les mêmes sources utilisées, c'est pas forcément les mêmes marques qui sont citées, et c'est compliqué. Donc en fait, il y a vraiment une grande difficulté aujourd'hui à avoir de vraies mesures en GEO qui ne vont pas nous induire en erreur, qui ne vont pas nous indiquer des sources qui en fait ne sont pas utilisées pour les vrais humains qui posent leurs vraies questions. Et en même temps, c'est un secteur très jeune en fait. C'est tout à fait normal. Là, on est dans l'innovation pure et dure. Et tant qu'on n'a pas une espèce d'interface officielle comme cette GPT Search Console dont Nicolas parlait, en fait, il nous manque une source fiable de données, si vous voulez. Notre recommandation dans tout ça, c'est quand même, dès aujourd'hui, de commencer à déterminer les opportunités en géo avec les requêtes dérivées, puis de faire ce travail d'optimisation qui en plus va aider le SEO de manière générale. Par contre, la mesure, elle semble pour l'instant incertaine. Donc c'est quelque part un saut dans l'inconnu en se disant, je le fais, mais est-ce que ça va apporter des résultats à mes clients? Normalement, ça devrait. Quoi qu'il en soit, travailler la visibilité, c'est quand même pas
un mauvais choix, on va dire. Ok, je vois. Bon, alors, on va passer à la suite. Vous pensez peut-être qu'on a fait que parler d'IA jusqu'à présent dans cette revue, et vous n'avez pas tort. Et pourtant, on n'a pas encore couvert l'actualité IA du mois de décembre. Ça s'explique. Déjà, décembre, c'est pauvre en actualité de manière générale. Et par contre, la bataille de l'IA ne fait pas de trêve, hein. Il n'y a pas de trêve de confiseur. Donc, au contraire, la bataille s'accélère encore, hein. On va continuer à utiliser ce vocabulaire dans la suite. Alors, on va passer dessus rapidement sur les actualités, mais il faut quand même en parler, parce que c'est là que se concentrent tous les investissements et que se produisent finalement toutes les innovations. Et surtout, comme on l'a vu, il y a un impact important sur la visibilité des sites web. Faut dire que là, quelque part, on fait une édition avec beaucoup d'IA. C'est pas notre volonté de faire une édition avec beaucoup d'IA, c'est juste que c'est là que ça bouge, en fait, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors, il y a, 2 strates dans cet affrontement, si vous voulez. La première, c'est, les LLM dont vous a parlé Nicolas tout à l'heure, donc c'est les modèles, de langage. La compétition, s'intensifie entre Google et OpenAI. Il y a plein d'acteurs, mais là, il y a vraiment ces 2 là qui ressortent, en ce moment, surtout en décembre. Début décembre, Sam Altman a déclenché une alerte rouge au sein de son entreprise, c'est-à-dire que, face au progrès de Google, ils ont préféré repousser certaines étapes dans leur calendrier, c'est-à-dire que plutôt que de lancer la monétisation dont ils ont urgemment besoin ou de lancer des services annexes, OpenAI s'est reconcentré sur les performances brutes des modèles pour au moins tenir tête à Google. C'est l'objectif. Alors qu'ils étaient pionniers, quasiment, en tout cas largement leaders. Là, voilà, ils se battent pour rattraper l'avance de Google. Et donc, ils ont sorti GPT 5.2. Ils espéraient repasser devant Google. Euh, En fait, ils y sont presque arrivés, ça dépend des benchmarks. Ce qu'ils ont fait surtout, c'est qu'ils ont sorti un moteur d'image, un générateur d'images qui répond au fameux Nano Banana de Google dont on vous a déjà parlé. Et en même temps, dans le même mois, Google a continué à sortir des modèles à grande vitesse. Ils ont lancé Gemini 3 Deep Think. C'est un modèle de recherche approfondie qui n'est disponible que dans la formule supérieure de leur abonnement, celle qui coûte 275 € par mois. Mais ils ont surtout sorti l'inverse, c'est la version Flash de Gemini 3, qui est la version la plus économe, mais surtout la plus efficace, le meilleur rapport coût-puissance. Et donc, c'est cette version-là qu'ils vont mettre partout, dans le chatbot, dans le moteur de recherche, dans les réponses, vraiment partout. Le problème, c'est que Flash est quasiment aussi bon que GPT 5.2. Enfin bon, il se tire la bourre, etc. Donc c'est vraiment une guerre de position, de tranchées, pourrait-on dire, où on gagne un pas, on le perd, etc. Ça continue, hein. Déjà, là, janvier, il y a un benchmark qui est sorti aujourd'hui qui confirme que, avec Grok d'ailleurs, c'est les trois, ils sont vraiment au même niveau. C'est une différence de 1% et ça dépend des benchmarks. Donc, ce qu'on peut constater aussi au travers des derniers développements, c'est que OpenAI aimerait désormais rendre ses utilisateurs captifs parce qu'ils ont un problème de rentabilité tout simplement. Et donc, ils commencent à transformer ChatGPT en plateforme applicative universelle. C'est-à-dire qu'ils ont intégré une espèce de boutique d'applications qui s'exécute directement dans ChatGPT. Donc en fait, les utilisateurs n'ont plus besoin de sortir de ChatGPT pour avoir leurs données externes. Et le problème pour OpenAI, c'est que Google, eh ben, ils ont 20 ans d'avance à ce jeu-là. Et quand la bulle va éclater, parce que oui, il y a une bulle, après, est-ce qu'elle va éclater, est-ce qu'elle va se dégonfler? Mais en tout cas, moi, c'est ma position. On peut se dire que Google et Microsoft résisteront mieux que les acteurs qui n'ont qu'une seule corde à leur arc. Parce que si l'activité chatbot périclite, ben, il va falloir avoir une masse financière et surtout des activités qui continuent à produire de l'argent à côté pour survivre en fait. Et donc à ce petit jeu-là, si aujourd'hui les performances entre Google et OpenAI sont identiques, dans 3 ans, je ne suis pas sûr que OpenAI existe encore. Donc ça, c'était la première strate, pardon. C'est là que se déroulait la bataille en 2024-2025, si vous voulez. Mais aujourd'hui, comme ils sont au coude à coude, la différenciation va se faire ailleurs. Et la seconde strate, c'est les agents IA. Et on peut même dire que c'est la vraie bataille de 2026. Donc ça
Ça a commencé en 2025, mais là, on est vraiment dans le dur. On a plusieurs nouvelles dans ce côté-là. On voit que Google a adopté le standard MCP d'Anthropic pour transformer ses services en outils pour agents IA. Donc les agents IA vont pouvoir aller piocher dans, vous savez, il y a la console enfin, Google a plein d'API, plein d'outils, etc., où il fallait se connecter à une console en tant qu'utilisateur humain pour générer des clés, ouvrir des API, des choses comme ça. Et bien maintenant, les agents IA vont pouvoir faire la même chose au travers de passerelles standardisées et vont pouvoir aller chercher les données et utiliser les outils. C'est à Google Maps, on peut penser à des choses comme ça. Donc, ils s'ouvrent pour rester au centre du jeu, en fait, si vous voulez. On a également que Meta aurait dépensé 2 milliards de dollars pour acheter Manus. Moi, je ne connaissais pas, c'est une IA chinoise qui permet d'accélérer le calcul d'inférence. En fait, c'est-à-dire que pour simplifier énormément, c'est pour accélérer ou améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est pas vraiment pour améliorer les modèles, c'est plus pour que ça soit plus agréable à utiliser pour les humains cette fois-ci. On peut dire que avec le mode agent, les IA sortent de la passivité, elles interagissent avec les données de l'utilisateur, avec son système d'exploitation. Il y a Microsoft là qui est à fond là-dessus, c'est-à-dire que on va pouvoir piloter Windows. Va pouvoir piloter Windows. Donc, elles interagissent avec ces données, mais aussi avec des sites web. Donc, les IA jusqu'à présent, elles nous donnaient des informations, elles pouvaient traiter nos données si on leur donnait accès ou si on leur fournissait les données directement, mais maintenant elles vont pouvoir, à notre place, aller sur le web, parcourir des sites et puis interagir comme nous. Donc ça, on en avait déjà parlé la dernière fois, je crois, commander des pizzas, des choses comme ça, quoi. Donc vraiment se faire passer pour nous. Et donc, si en 2025, on a vu des navigateurs spécialisés émerger comme Comet, qui est le mode navigateur de Perplexity, et Atlas, qui est le navigateur de ChatGPT, qui dispose d'un mode agent, et bien en fait, on a maintenant, si vous voulez, l'autre côté, c'est-à-dire le côté site web, qui commence à prendre en compte que finalement, c'est pas forcément des humains qui vont les manipuler, mais ça peut être aussi des IA. Et donc, en fait, on a, on a dans Chrome une fonctionnalité qui va débarquer, ou qui vient de débarquer, pardon. Oui. En fait, Chrome a un mode où en fait, il va vérifier que les actions de l'utilisateur, alors on ne sait plus si c'est un humain ou si ou si c'est une IA, ne fait pas de bêtises en fait. Donc, parce que les IA peuvent soit avoir des actions néfastes de manière volontaire ou alors faire des choses accidentelles, et bien Chrome va vérifier qu'il n'y a pas de bêtises qui sont faites. Et ce mécanisme de Chrome, c'est aussi une IA. Donc en fait, on a une IA qui va contrôler les actions d'une autre IA pour vérifier que tout se passe correctement. Donc tout ça, c'est le monde des agents, vraiment en démarrage, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une actualité donc en décembre, c'est que tous les principaux acteurs du monde occidental, il faut bien le dire, il n'y a pas du tout les Chinois, ils se sont regroupés sous la bannière de la fondation Linux pour lancer une nouvelle fondation qui s'appelle l'Agentic AI Foundation, AAIF, je pense que c'est un acronyme qu'on va revoir assez rapidement, pour standardiser l'interopérabilité, c'est dur à dire, entre les services et les agents. Donc en fait, chacun apporte sa propre technologie. On a notamment le fameux protocole MCP qui a été développé par Anthropic, qui est apporté à la fondation de manière gratuite et bénévole. Et donc cette fondation va chapeauter tous les nouveaux standards. Et bon, bah voilà, c'est bien de se standardiser parce que le mode agent, c'est pas forcément très pertinent ou très économique. C'est mieux si les serveurs se parlent directement. On enlève une couche d'abstraction qui pourrait générer des erreurs ou voilà, qui pourrait ralentir les processus. Donc, ma conclusion, c'est qu'on n'a pas fini de parler de l'IA, on a parlé de ça pendant toute la revue, mais on n'a pas fini. Et même si on se cantonne uniquement à la conception de site web, ce qui est notre propos ici, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Effectivement, et la édition spéciale IA non souhaitée, on va encore parler d'IA énormément dans les mois à venir. Et notre métier est en pleine mutation, donc il faut être là, au courant, voir comment les choses évoluent pour s'adapter et petit à petit commencer à insuffler plus d'IA dans nos process de création de site internet et aussi s'adapter plus aux IA, notamment avec cette méthode de Gémeaux, pour petit à petit
réussir à évoluer avec notre temps. Mais c'est ainsi que se termine ce récap du mois de décembre. On espère que ce partage de veille vous a plu, que vous avez découvert des choses actionnables ou que ça vous permet de mieux appréhender le futur. Si ça vous a plu encore une fois, soutenez-nous, dites-le nous en commentaire sur YouTube, mettez un pouce, dites-nous quel sujet vous a le plus interpellé ou ce que vous voudriez peut-être qu'on traite un petit peu plus les fois suivantes, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Rendez-vous le mois prochain pour faire le récap de tout ce qui se sera passé en janvier 2026. Encore une fois, bonne année et à bientôt. À bientôt.